Salut à toutes et à tous, c'est Zeldo et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'une série qui est sortie il y a peu sur Netflix et je vais en parler avec mon ami Jérémy qui est également un joueur de League of Legends. Salut à tous. Alors vous l'aurez deviné, cette série c'est Arcane, la série inspirée de League of Legends et qui a été créée par Riot Games. Alors Jérémy, qu'est-ce que tu peux nous en dire de cette série? Eh bien, je peux déjà en dire qu'elle a été publiée sur Netflix, ce qui est assez particulier en soi parce que là-bas le binge-watching est assez présent. Mais Riot Games a eu la fantastique idée de le séparer en 3 actes, c'est-à-dire 3 épisodes par semaine, ce qui nous a permis d'étendre notre plaisir coupable et d'en discuter avec tous nos collègues au travail, ce qui fait que ce soit moi, joueur de League of Legends ou encore Tony néophyte, nous nous retrouvons ici à parler de cette magnifique série qui est Arcane. Alors que, comme vous le savez et comme vous vous en doutez je pense, cette vidéo sera divisée en 2 parties. Tout d'abord on va parler d'une partie, on va dire sans spoiler, histoire de vous parler un petit peu de la série sans trop en dire, et puis peut-être pour donner envie à ceux qui ne l'auraient pas vu de la regarder, qui sait. Et dans une seconde partie, donc peut-être on mettra un timecode ou au moins une durée dans la description, afin que vous soyez redirigés vers cette partie spoiler, pour celles et ceux qui sont intéressés, afin de vous montrer nos avis, nos théories un peu plus poussées, et on espère pouvoir mieux discuter de cette série, et peut-être établir de bonnes théories sur la saison 2, qui vient d'être confirmée il y a quelques heures maintenant. Donc bienvenue sur cette vidéo, on va en parler dès à présent. Donc au début de la série d'Arcane, on se retrouve dans le passé du jeu League of Legends, puisqu'on retrouve certains des personnages durant leur enfance. Ce qui est intéressant dans la série Arcane, c'est que du coup, on commence à apprendre des petites brives des caractères de certains personnages, et surtout de leur passé qui n'ont pas forcément été évoqués dans le jeu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut voir cette opposition entre justement les villes de Zone et de Piltover. Alors ces oppositions, tu nous en as parlé tout à l'heure. Est-ce que tu peux en parler un peu plus du coup sans spoiler? Alors, ce qu'il faut déjà savoir, c'est que pour un joueur de League of Legends, certains noms ne vous seront pas indifférents, qu'il s'agisse de Vi, Jinx, Victor, Jace et d'autres aussi personnages théorisés. Cela nous permet d'en découvrir plus sur ces personnages à travers leur passé, leurs liens, et aussi de les découvrir différemment, c'est-à-dire durant leur jeunesse. Parce que ces champions-là, on les découvre à travers les jeux. Mais à travers une série, c'est vrai que le regard qu'on a est assez différent. On arrive à les humaniser. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est que justement, même pour moi par exemple qui ne connais pas la série, l'histoire commence avec 2 sœurs du coup, que finalement rien n'oppose. On a vraiment l'impression qu'elles sont fusionnelles comme jamais. L'une un peu plus âgée, l'autre un peu plus jeune. T'as l'impression que la seule chose qui les oppose finalement, c'est la différence d'âge et un peu le caractère. Aussi ce côté grande sœur, petite sœur et tout, tu vois, la grande sœur qui protège la petite qui fait plein de bêtises et tout, tu vois. C'est ça, au début de la série, vraiment, on se dit pas c'est des personnages de LoL. On peut très facilement s'adapter à ces personnages, même si on ne connaît pas du tout la licence. Et petit à petit, il y a ce contexte, on va dire, cette opposition entre la technologie et la science, puis ce contexte surtout politique qui vient intervenir et qui met cette opposition entre l'Underground, donc la ville de Zone, et puis on va dire la ville supérieure avec tout le conseil, avec tous ces membres qui décident un peu de tout. D'ailleurs, il est intéressant de souligner le fait que Riot Games, enfin League of Legends, à travers la série parle de thématiques assez globales, enfin des thématiques que l'on reconnaît de la vie de tous les jours, que ce soit la famille, la drogue, la folie, la trahison, la technologie. Et en fait, je pense que c'est pour ces raisons-là aussi que Arcane aujourd'hui est une série grand public. Et après, il y a aussi beaucoup de choses qui font que cette série va très facilement ressortir. Alors pour résumer très brièvement, les 2 sœurs dont on vient de parler vont bien entendu évoluer dans un monde, on va dire, de conflits, de guerres, de beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'elles vont se forger un certain caractère qui se base sur la guerre, sur parfois le sentiment de vengeance, de peut-être même l'idée même d'une ambition à vouloir s'élever dans la société. On peut en parler notamment pour un des 2 personnages surtout. Et puis ce qui est intéressant justement, c'est il y a pas mal de choses qui vont évoluer, les caractères des personnages vont sans arrêt changer par rapport au vécu, parce que chaque personnage qui est présenté aura son vécu. Et c'est très intéressant, surtout que comme on l'a dit, il y a le contexte politique qui est très présent, du coup c'est une œuvre plutôt engagée, on peut le dire, et c'est super intéressant. Mais ce qu'on peut aussi dire, c'est qu'il y a pas mal de côtés, on va dire, cinématographiques qui sont super intéressants. On va par exemple parler du graphisme.
le graphisme qui ressemble trait pour trait à, on pourrait dire un peu les licences jeux vidéo. Ça ressemble comme beaucoup à des extraits de... Par exemple, on peut l'avoir vu sur Square Enix avec par exemple Life is Strange ou encore tout ce qui est les contes de Telltale. Il y a ce côté à la fois film mais en même temps avec une patte dessinée, avec des contourings noirs qui montrent le côté dessin mais en même temps animé. Donc c'est super joli, super intrusif. On rentre facilement dans l'œuvre sans forcément se dire c'est un jeu vidéo ou c'est un dessin animé. En fait, il y a vraiment ce mélange, on ne sait pas trop où on est et c'est ça qui est super captivant. Puis il y a certaines scènes aussi qui sont présentées sous des traits un peu plus graphistes, avec des couleurs un peu néo, un peu punk. C'est vrai que des retours qu'on a sur Arcane, le visuel est quelque chose qui ressort beaucoup dans l'aspect positif parce que même quelqu'un qui n'a pas forcément l'habitude de regarder des séries animées, il voit la série et dit waouh, c'est beau, c'est magnifique, que ce soit les plans, les scènes. Et aussi, il faut se dire que d'autres joueurs, enfin des joueurs d'autres jeux, que ce soit Dota, etc., qui ont eu droit aussi à leur propre version animée, la qualité n'a pas forcément été rendez-vous. Alors que Arcane, à travers le studio français Fortiche, arrive à très bien le faire. D'ailleurs, le studio français Fortiche qui est aussi à l'origine du clip Get Jinx de Riot qui remonte à 2013. Et du coup, c'est un studio français, Cocorico, et qui travaille main dans la main avec Riot Games sur Arcane et sûrement sur d'autres projets à venir. D'ailleurs, tu parles d'un clip. Est-ce qu'on pourrait ne pas oublier finalement les grands compositeurs qu'on peut retrouver dans la série? Puisque rien que déjà au générique, on a les excellents Imagine Dragon. C'est ça. Alors, Imagine Dragon qui a l'opening, mais t'as aussi dit, quand on en a parlé en off, qu'il y a aussi des gros groupes comme Sting par exemple. C'est ça. Donc c'est pas rien. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est à la fin de chaque acte, ce qu'ils ont fait qui est assez bien vu et travaillé, en fait, c'est qu'à la fin de chaque acte, il y a toujours une chanson qui ressort avec grande profondeur et parfois même tristesse et mélodramatisme, que ce soit à travers Yuki, de Sting, ou même le générique de début Imagine Dragons, les paroles ils ne sont pas là pour rien, c'est-à-dire que ce soit à travers les pensées de certains personnages principaux ou d'autres, on ressent leur histoire. D'ailleurs, on a évoqué Imagine Dragon, ils font une petite apparition dans la série. Oui, ce qui est d'ailleurs très fort, c'est que le clip d'Imagine Dragon sur Arcane, on ne le pensait pas, mais ils sont intégrés à la série. Il y a carrément le groupe d'Imagine Dragon qui a été dessiné et animé dans la série. On se retrouve à un moment dans une scène en ville où on les voit chanter dans la rue et franchement le passage est superbe. C'est ça. Oui. Après du coup on a parlé de tout ça, de toute la qualité graphique et à la fois musicale, parce que vraiment la bande son, quand tu l'écoutes tu passes un super bon moment, il y a une super ambiance et tout ça. Mais ce qu'on peut aussi dire, et c'est peut-être le point le plus important pour vous, celles et ceux qui n'ont pas découvert la série, c'est le scénario. Alors le scénario finalement, peut-être je vais te laisser commencer, parce que j'ai peut-être un avis plus critique dessus. Eh bien moi de ce que j'ai vu sur le scénario, c'est que l'histoire est assez, je dirais pas classique, mais plus peu originale dans le sens où c'est une histoire de famille, de deux petites sœurs orphelines qui grandissent à travers un monde souterrain. Et cet aspect opposition entre le monde souterrain, c'est-à-dire les gens plus pauvres, et le monde d'en haut, Piltover, plus érudit, avancé technologiquement, on le retrouve assez souvent dans le schéma de la dystopie, science-fiction. Mais ce qui est intéressant à travers Arcane, c'est qu'elle le fait mais de façon assez fine, comme à travers les différents actes que nous retrouvons, c'est-à-dire le premier acte, l'enfance, le deuxième acte où ils se retrouvent, et le troisième acte, plus une acte de conclusion, transition vers une autre suite. Mais il est vrai que les thématiques abordées à travers cette série ne sont pas forcément très fins ou très poussées, mais ils arrivent à bien le faire. Et je pense que c'est ça aussi qui fait en sorte que chaque personne extérieurement puisse se dire mais c'est une bonne série. Elle n'innove rien de spécial, mais elle le fait très bien à sa façon. De mon côté, pour moi, la série Arcane est vraiment très bonne. Enfin, il n'y a vraiment rien à en redire finalement. La construction des personnages est très très bonne. On arrive à ressentir très facilement la fragilité de chacun, leurs petits problèmes, on va dire, intérieurs. Il est très facile aussi de voir le vice ou encore justement les motivations de chaque personnage. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Néanmoins, voilà, pour moi, le seul aspect critique, c'est peut-être que je trouve que l'écriture est un peu grossière, dans le sens
qu'il y a beaucoup de choses qui sont très prévisibles. D'ailleurs, vous allez le voir dans la partie spoiler, on va parler de plus en détail des personnages et on va davantage dire également nos théories, mais également les choses qui ont été vues un peu trop tôt, malheureusement. Et je trouve que pour cette première saison, il a peut-être manqué de cette opposition, ou en tout cas de cette action qu'on attendait, parce que malgré que ce soit extrêmement bien écrit, on se doute que toute l'action arrivera vraiment dans la saison 2. Alors oui, forcément, peut-être que certains d'entre vous diront que c'est pas ce qui était attendu dans cette première saison, mais je m'attendais davantage à plus d'opposition pour certains personnages notamment, et on va en parler plus en détail dès maintenant dans cette partie spoil. Donc si vous êtes encore ici, c'est que vous êtes prêts pour la partie spoil, donc ou bien que vous avez déjà vu la série, ou alors que tout simplement ce qu'on va dire vous intéresse, et alors à ce compte-là, vous êtes quand même les bienvenus, enfin on va pas vous jeter. Du coup, pour cette partie spoil, on va parler, on va continuer sur ce qu'on a dit en fin de cette partie non spoil, que finalement les confrontations ne sont pas tombées. Et alors au niveau des confrontations, lesquelles on pense notamment, c'est bien sûr Jinx et Vi. Oui, d'ailleurs, en fait, le truc, c'est que la promotion d'Arcane, elle nous a assez vendu l'aspect, il y aurait Jinx contre Vi qui vont se taper, qui sont ennemis. Aussi par rapport au clip, au générique qui montre cette opposition entre Jinx et Vi lorsqu'elles sont petites puis elles sont grandes. Même dans la description de la série d'ailleurs. C'est ça, oui. Et au final, c'est plus une exposition, une explication de pourquoi elles en arrivent à se détester par la suite et se déchirer plutôt que une démonstration de l'affrontement. En fait, c'est ça en fait le sentiment qu'on peut ressortir, c'est une certaine frustration au plus de ne pas être totalement satisfait, j'ai envie de dire, de ne pas avoir le ventre plein plutôt. Mais la déception que j'ai eue également, c'est que on nous a énormément vendu cette opposition entre Jinx et Vi. D'ailleurs, la musique semblait nous dire que le combat entre Jinx et Vi serait le climax, on va dire, de cette série. Et finalement, cette musique, on la retrouve lors d'une confrontation, mais pas du tout celle attendue, entre du coup Jinx et Echo. Alors certes, je trouve qu'il y a un très gros lien entre eux deux et que cette partie combat était très intéressante, mais c'est vrai que je m'attendais pas à retrouver la musique lors de ce combat qui me paraît pourtant pas primordial, on va dire. C'était pour moi pas le combat à mettre au premier plan. Notamment, comme on le dit, il y a eu Silco, donc Silco qui est quand même, on va dire, le grand méchant finalement, même si il fera plus trop de mal à personne maintenant, même si c'était normalement le grand méchant. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus ce côté aussi opposition entre l'idéologie de Silco et le conseil dans la grande ville de Piltover. Et c'est vrai que ouais, je trouve que c'est très bien écrit parce qu'on comprend les oppositions d'idées entre chaque personne, mais il n'y a jamais eu de vraie opposition parce que finalement on ne les voit jamais se confronter réellement. Et après, la série en elle-même, elle a très peu de scènes d'action, l'air de rien. Elle en a, mais elles sont plus éparpillées. Mais dans les peu de scènes d'action que l'on a, ils sont tous assez plus ou moins mémorables. Que ça soit la scène du début à travers de l'acte 1, l'épisode 1 de l'acte 1, où lorsque les enfants s'affrontent dans la rue, c'est tout bête, mais les ralentis qu'il y a, à travers aussi la musique, on arrive à ressentir comme si on était à la place des personnages qui sont assez forts en soi. Encore d'autres scènes assez mémorables, comme je pense aussi à la première fois où on voit Jace avec son fameux marteau et Vi avec ses 2 points, qui font aussi référence à League of Legends. Et en fait, pour tous les fans de ces joueurs-là, de ces champions, c'est assez kiffant de voir ces mouvements A, le Z, le R, etc. Et on était tous en ébullition face à ces scènes-là. D'ailleurs, de ce que tu disais, la dernière action de Jinx, c'est également son multi dans le jeu d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, le fameux Megadeth Rocket. C'est-à-dire, c'est le moment où elle vise un point, elle le lance, elle le décharge avec toute sa fureur, sa puissance et sa folie. Et en fait, maintenant, on arrive à savoir d'où elle tire cette force aussi d'une certaine façon, c'est à travers l'arme Tech bleue. Et ça, en fait, dans le jeu, on s'en rend pas forcément compte, mais au final, maintenant, on sait d'où ça provient. Oui, parce qu'on se rend compte que finalement, Jinx a des capacités, on va dire, quasi similaires avec Victor et Jace. Enfin, elle est capable quand même de construire des armes à partir de ce potentiel magique, on va dire. Alors que quand on nous vend Jinx, on nous dit juste que c'est une grande guerrière, mais on nous a jamais vendu ce côté un peu
enfin, technologique, enfin, on nous a jamais dit qu'elle était très intelligente. Et au final, en fait, on se rend compte que tous les personnages, à quelques exceptions près, ce sont tous des êtres humains d'une certaine façon. Et ce qui fait qu'ils soient des champions ou même leur force, etc., c'est la magie X-Tech. Enfin, magie qu'on appelle X-Tech dans la série animée. Et du coup, c'est par rapport à ces inventions, ces armes-là, qu'ils arrivent à trouver leur singularité. Que ce soit Jinx à travers ses inventions, ses roquettes, Jace à travers son marteau, Vi à travers ses poings, ou encore Caitlyn à travers son arme à feu. Pareil, par rapport à la série, je trouve qu'il y a beaucoup de choses. Alors du coup, c'est là que ça va être très intéressant au niveau de la vidéo, parce qu'on va voir un peu la différence entre Jérémy qui connaît le jeu et moi qui ne connais pas du tout. C'est que on a pu établir pas mal de théories vis-à-vis de certains personnages qui finalement, le lore du jeu même confirme un peu ces théories. Donc c'est là que ça va être la partie un peu intéressante pour celles et ceux qui veulent parler de ce qui va venir de la saison 2. On va parler dans un premier temps d'Echo. Echo qui a été présenté un peu plus en détail, on va dire, dans cette fin de saison 1, lorsqu'il rencontre Jinx et Vi dans la troisième partie donc, de la série. Donc la partie qui est sortie ce week-end, au moment où on tourne cette vidéo. Alors pour ce qui est d'Echo, bien entendu, pour les joueurs de LoL, ça va vous paraître évident peut-être ce que je vais dire, mais c'est vrai que il y a eu une multitude, on va dire, de plans, que ce soit les plans fixes sur l'objet même que maintient Echo. Vous vous en doutez, je parle forcément de la montre à gousset que Echo porte. Et également le petit combat, on va dire, contre Jinx qui a été très bien animé de façon graphique inédite, on va dire, par rapport à la série. Un côté très tagué, on pourrait dire, où il y a une sorte de parallèle entre Echo adulte et Echo enfant. Et déjà à ce moment-là, il y a cette petite question que personnellement je me suis posée en voyant la série. C'est ce parallèle entre l'adulte et l'enfant, c'est est-ce que Echo ne s'est pas réellement pris une balle dans le ventre et ne serait pas remonté dans le temps? Question à laquelle je me suis posé. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans League of Legends, Echo a la capacité de remonter dans le temps. C'est-à-dire quand je dis remonter dans le temps, c'est quelques secondes avant. C'est-à-dire ça, il peut voir certaines scènes, essayer de le visualiser, puis savoir que c'est pas forcément la bonne façon de faire, ou voilà. Et du coup, oui, c'est une possibilité qui se tient, qui remonte dans le temps, même qu'il puisse voir le futur. Ce genre de choses-là. Sachant qu'on nous a pas mis en avant aussi sa rencontre avec Heimerdinger, donc peut-être que c'est Heimerdinger qui va lui permettre de modifier sa montre, ou peut-être de créer ce rapport au temps. En tout cas, le rapport au temps qui est très bien mentionné, puisqu'on a Heimerdinger qui a un vécu incroyable, il a plusieurs siècles de vie déjà, et puis du coup Echo qui semble, en tout cas on ne sait pas s'il le contrôle déjà ou si juste Riot Games veut nous mettre en avant qu'il va le contrôler. Mais il y a cette notion du temps déjà qui est très présente entre les deux personnages et c'est déjà super intéressant, je trouve, à analyser, à remarquer. D'ailleurs, par rapport au fait de parler de l'enfance et de l'âge adulte, il faut savoir que c'est que la série, elle est elle a un temps assez mature et même dramatique, dans le sens où plus on avance au cours de l'histoire et plus on se rend compte, c'est des thématiques pas forcément joyeuses, ni même comme la séparation, la trahison et les complots aussi qu'il peut y avoir dans la série. Quand je dis ça, je pense que ce soit à travers le personnage de Silco, qui lui a trahi dans le sens son meilleur ami Vander au début, et il le tue. Enfin, parce qu'il s'est rendu compte qu'il ne partageait plus la même idéologie au final. Ce qui est assez ironique, c'est que lui, à la fin, dans l'épisode final, il est assis en bas de la statue de Vander, il comprend à ce moment-là qu'au final, lui et Vander étaient pareils. C'est-à-dire qu'ils ont le même point faible, c'est-à-dire qu'ils ont une petite fille. Et c'est à ce moment-là je me suis vraiment attaché et rendu compte que le personnage de Silco, il était nuancé. C'est-à-dire c'est pas juste un méchant, c'est quelqu'un qui a une profondeur, des sentiments, et c'est ce qui aussi a causé sa perte. Puis d'ailleurs, tu parlais de Vander. Vander qui est un personnage qui, étrangement, a été, on va dire, très peu exploité. Et qui a été très apprécié. Très apprécié également, parce que c'est la figure paternelle, on l'a vraiment représenté comme le gentil et le mentor. Mais c'est pareil, il faut savoir qu'il y a énormément de théories et de rumeurs par rapport à ce personnage, puisque, déjà d'un premier avis cinématographique, on va dire, il est très intéressant de voir que lors de la fin du premier acte, c'est le seul personnage qu'on nous montre pas réellement, comment dire, on nous montre pas totalement mort, dans le sens c'est le seul personnage où on montre son corps dans l'intégralité,
alors qu'il y a beaucoup d'autres personnages qu'on a évité de montrer parce qu'ils étaient ensanglantés ou déchiquetés ou autres. Là, étrangement, eh ben, je trouve que Vander c'est le seul personnage qui a été montré, on va dire, dans une sorte de forme idéologique, au moment de sa mort. Son corps est resté intact, même s'il semble avoir une grosse hémorragie au niveau du cerveau. Enfin, son corps est totalement intact, en plus on nous a fait beaucoup de gros plans sur le fait que Jinx aille se recueillir devant. Il y a eu beaucoup de choses qui font que, en plus on connaît, on va dire, les avancées scientifiques de Silco. Donc voilà, il y a beaucoup de théories, et en tout cas, moi je suis convaincu que Vander risquerait de revenir. Mais alors du coup, c'est là que les joueurs de LoL ont même poussé la théorie plus loin. Comment Alors, ça se fait? ce qu'il faut savoir, c'est que la théorie, cette fameuse théorie de dire que Vander serait ni plus ni moins que Warwick dans League of Legends. Et cette théorie-là, on ne l'a pas eu avant de voir la série, mais on l'a vu en ayant vu, comme Tony l'a souligné, les différents indices. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Warwick dans League of Legends, du lore qu'on sait de lui, c'est qu'on sait que c'est un loup-garou qui provient de Zone et qui a comme seul souvenir de repenser à une petite fille. Et c'est là qu'on se dit vraiment, même au-delà de la pilosité, c'est-à-dire Vander, il a de la moustache, il a des barbes et tout, et en fait, au final, que la théorie se tient et qu'à la fin de la série, elle s'est confirmée, c'est que l'on voit Singed, c'est-à-dire le chimiste fou que Victor croise et que Silco consulte régulièrement. À un moment, on le voit dans un plan qui dure une seconde, mais où on voit un loup qui est en train d'être muté, une forme de loup-garou, et on se dit c'est possiblement le corps de Vander. Et ce qui fait qu'il aura une place dans la deuxième saison, pas forcément en tant que Vander, mais en tant que loup-garou qui ait perdu sa mémoire, et une façon aussi pour lui d'avoir une nouvelle histoire. Puis dans le contexte où Jinx et Vi du coup sont les filles adoptives de Vander, ça pourra ajouter ce petit côté scénaristique un peu croustillant, on va dire, puisque c'est peut-être même ça qui va leur permettre de se rabibocher, ou en tout cas de recommuniquer, parce qu'on ne sait pas si ce sera un ennemi commun, ou si au contraire il va peut-être revenir avec peut-être des souvenirs, on ne sait pas, parce que a priori il devrait avoir aucun souvenir, puisque je pense qu'avec la bonne commotion qu'il s'est pris, il doit plus penser à grand chose. Je pense que ça va être un peu une marionnette, comme on a pu le voir dans beaucoup d'œuvres comme Hunter x Hunter ou autre. Mais voilà, je pense que ça va être un point scénaristique très important si jamais il revient. Après, bien entendu, c'est une théorie, on ne sait pas s'il reviendra, mais c'est un point à creuser. D'ailleurs, il y a d'autres personnages aussi dans le monde dans le monde d'O à travers Piltover qui sont aussi très intéressants. Par exemple, je pense au duo de scientifiques qui sont Victor et Jace, mais aussi deux champions de League of Legends qu'on découvre avant le fait qu'ils deviennent champions. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de se voir que ces deux personnes qui ont une même idéologie, les mêmes objectifs, mais à travers une personnalité et des méthodes différentes, évoluent au cours de la série. Que ce soit Victor, à travers le fait qu'il souffre d'une maladie, qui depuis petit semble très solitaire, même traumatisé et tout, et au final, au fur et à mesure, il va finir par ne faire qu'avec l'arme Hextech. Ou encore Jace, qui est le personnage ambitieux, qu'on découvre qu'il est prêt à faire plein de choses, et au final, à la fin de la série, il se rend compte, en ayant tué un enfant de ses propres mains, que l'idéologie qu'il avait n'était pas forcément la bonne. Et ce qui fait que cette série se finit sur une sorte de réconciliation entre ces deux personnages, mais qui n'est pas forcément définitive et qu'on verra plus construite à travers la saison 2. D'ailleurs, comme on le sait par rapport justement au jeu League of Legends, Victor va avoir un rôle plus qu'important, parce qu'on le voit, il commence déjà un peu à maîtriser la source de magie. Hextech. Ouais, la magie. Il ne fait qu'un avec elle même. C'est ça, il commence un peu à maîtriser la magie Hextech, et on se dit, sachant qu'il y a Jace et lui dans la pièce, ce qui paraît impossible que tout le conseil soit atomisé par la roquette de Jinx, on se dit, est-ce que ce serait pas le moment ou jamais pour Victor de ou bien découvrir son pouvoir et les sauver, ou alors au contraire peut-être que c'est l'explosion, puisque c'est d'ailleurs une source Hextech que lance Jinx, peut-être que c'est ça qui va réveiller la magie en Victor. Donc à voir, de toute façon ce sera sûrement le premier épisode de la saison 2, c'est là où beaucoup de choses vont se déclencher. Mais voilà, il y a une énorme attente là-dessus, parce qu'on se dit, est-ce que déjà va y avoir des morts sur cette première scène? Est-ce que va y avoir quelque chose de fou qui va se passer?
Voilà, on a plein de théories sur cette prochaine scène qui va arriver. Et voilà, et on est dans l'attente, bien sûr. Et d'ailleurs, aussi intéressant de parler de la relation, je pense, la plus importante de la série, et ce que tout le monde s'y attendait, c'est la relation fraternelle qu'a Jinx et Vi dans l'évolution qu'elle a. Et même en y repensant à l'acte 1, l'épisode 3 de l'acte 1, lorsque de l'épisode 3, Vi abandonne Jinx, et au final, ils se rendent compte qu'il y a une fissure, une cassure. Il y a une chanson qui se nomme, enfin, la chanson Goodbye qui passe. Et en fait, dans les paroles de cette chanson, on découvre qu'il y a une sorte d'au revoir. Et en fait, à travers cette chanson et ce au revoir, goodbye, 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 on peut se dire que Vi peut le dire, le vivre, mais Jinx aussi de son côté. C'est-à-dire, c'est comme si c'était deux sœurs à ce moment-là qui se disent au revoir. Et au final, lorsqu'ils se retrouvent dans l'acte 2, il y a ce sentiment comme si on s'attendait peut-être à une confrontation. Mais en fait, la confrontation n'a pas eu lieu maintenant. C'est plus des explications. Et à la fin, lors de l'acte 3, c'est ce moment-là où Jinx, elle se sort de rupture ou bien de choix à faire entre Jinx et Powder. Choix d'ailleurs que Jinx décide de faire suite au fait qu'elle se rend compte que Vi maintenant, elle est peut-être plus... Enfin, elle a changé aussi. Vi a changé et qu'elle va se ranger du côté de Piltover du coup et plus de celui de Zone. Et ce qui fait aussi qu'on attend une Jinx plus seule que jamais. Qui d'ailleurs, à travers le choix d'avoir attaqué le conseil, qu'on peut se dire aussi, c'est qu'elle a fait cette action-là, soit d'une certaine façon, c'est par rapport à Silco, mais aussi, c'est là aussi qu'on pense plutôt qu'elle a fait, c'est plus pour dire à Vi que maintenant, enfin pour faire comprendre à Vi qu'elle a changé, qu'elle maintenant elle est Jinx, et aussi pour se venger, parce que au final, si elle est jalouse du fait que Vi maintenant, elle a d'autres personnes à protéger, qu'elle est plus la grande sœur et qu'il n'y a plus que Jinx, et du coup, ça renforce encore plus la folie qu'a ce personnage. Donc voilà à peu près tout ce qu'on avait à dire pour la partie, on va dire, spoiler. Après, n'hésitez pas, si jamais vous avez d'autres choses à dire, ou même d'autres théories, ou d'autres arguments à ajouter, n'hésitez pas à les dire en commentaire. En tout cas, on les surveillera énormément, puisque nous aussi, on est très intéressés par cette série Arcane. Donc n'hésitez vraiment pas à commenter, on essaiera de répondre au plus vite. Et puis on établira une conversation avec vous, puisque voilà, ça nous intéresse beaucoup, votre avis. Alors on espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, nous on vous dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Et puis voilà, vivement la saison 2. Au revoir. Salut à tous.